Bonsoir Patricia Chéropoulos. Bonsoir. Vous êtes responsable de rubrique alimentation à 60 millions de consommateurs. On part à la pêche avec vous aujourd'hui, direction le grand large, puisque vous avez mené une grande enquête pour le magazine sur bien les poissons que l'on met dans nos assiettes et notamment ceux que l'on retrouve dans nos plats cuisinés. Avant d'aller plus dans les détails, premier constat, on mange de plus en plus de poissons, particulièrement en France, puisqu'il y a ces chiffres qui montrent qu'on est les plus gros consommateurs d'Europe. 35 kilos de poissons par an contre 20 kilos pour nos voisins européens. Oui, donc c'est vrai que c'est bien, on peut s'en réjouir puisque le poisson c'est un bon aliment. Alors pourquoi est-ce que le message sanitaire, manger 2 poissons par semaine, ça a l'air de bien passer chez les Français. En plus, on sait qu'on a quand même une bonne cuisine, donc ça permet de varier aussi les plats. Et enfin, on peut dire aussi qu'on a beaucoup de régions en bord d'Atlantique notamment. Donc nous avons des régions proactives et qui sont donc des grandes pêcheries. Donc tout ça est en faveur du poisson. Donc ça, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie sauvage. La vie sauvage. Vous avez d'ailleurs collaboré avec l'ONG WWF au cours de cette enquête. On a beaucoup entendu parler de surpêche ces dernières années. Quelles sont les espèces en danger aujourd'hui ? Alors, il y en a un certain nombre. Puisque on a beaucoup entendu parler du thon rouge à une époque. Est-ce que c'est toujours le cas ? En Méditerranée, ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'au moins, en tout cas sur certaines régions maritimes, c'est vrai que le thon, parce qu'il y a eu des mesures, le thon, enfin, en tout cas en Méditerranée, le stock est remonté. Par contre, on ne peut pas en dire autant, par exemple, du merlu ou du cabillaud au niveau de la mer Celtique, c'est-à-dire tout en haut en fait, de l'Atlantique. Donc, c'est certaines zones qui sont encore surexploitées. Ça veut dire que des stocks de poissons ne comportent pas assez d'adultes pour pouvoir se renouveler de façon suffisante. Alors, à quoi faut-il faire attention quand on achète du poisson, qu'il soit d'ailleurs frais ou préparé, pour justement acheter un poisson qui aurait été pêché de façon acceptable ? Alors, le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident à savoir. Alors, c'est que sur le poisson frais, il y a une obligation d'afficher la zone de pêche, l'espèce et l'engin de pêche utilisé. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça qui est problématique en grande partie. Voilà, parce que par exemple, un chalut pélagique, ça va racler les fonds. Donc, d'une part, ça va prendre énormément de poissons. Donc, le stock de poissons, comme on dit, va être rapidement surexploité. Et en plus, ça détruit les fonds marins. Et ça prend toutes les espèces. Donc, aussi bien des espèces juvéniles, des cétacés qui n'ont rien à faire normalement et qui peuvent être rejetés à la mer, donc plus ou moins morts. Donc, un énorme gâchis. Donc, on regarde... Donc, déjà, ça, si on le trouve... Alors, poisson frais, ça marche. Parce que ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire depuis 2014 sur les étals. Donc, il vaut mieux privilégier un poisson pêché à la ligne. Ça, ils peuvent préciser ça sur les étals ? Oui, ils sont obligés. Donc, si vous voyez chalut et à côté, vous voyez à la ligne, évidemment... Filet, là, qu'est-ce qu'on a écrit ? Filet meillant. En tout cas, c'est du poisson pêché en filet. Ça, c'est voilà, ça, le filet, c'est plutôt correct. Bien. Voilà. D'accord. Par contre, effectivement, on va éviter le chalut, on va éviter la scène avec dispositif de concentration de poissons. Alors, c'est des techniques, un petit peu particulières. Mais bon, en général, on voit chalut pélagique, c'est pas très bon, mais malheureusement, on le voit assez souvent. Mais ça permet. Par contre, sur les produits transformés, c'est-à-dire les plats à base de poisson, ça c'est aussi bien le thon en conserve, la brandade de morue, colin pané, ce que nous avons regardé, ce n'est pas obligatoire. Donc là, c'est très compliqué pour le consommateur. S'il est un peu vigilant, il a de plus en plus envie de savoir comment son poisson a été pêché, si c'est dans le respect de l'environnement, c'est très compliqué parce qu'on n'a souvent pas les informations. Alors justement, vous avez décortiqué près de 60 produits préparés, alors avec des techniques très sophistiquées. Vous avez même fait des quasi-tests ADN pour savoir ce qu'on trouvait parfois dans les plats. Voilà, en fait, on a donc analysé 4 familles. En fonction de la famille, on faisait des analyses particulières. Effectivement, l'ADN, c'était sur les brandades de morue, donc c'est du cabillaud. Pourquoi avoir besoin de faire un test ADN alors ? Parce qu'on se dit quand même que c'est important que le consommateur sache qu'il y a bien 100% de cabillaud. La preuve, c'est que 2 produits sur 14 avaient aussi d'autres espèces que le cabillaud, par exemple. Ce qui n'est pas censé être le cas de la brandade là, on peut dire, alors frauduleux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un souci, parce que c'était suffisamment représentatif, ce n'était pas juste une contamination, on va dire. Donc, une fraude ou pas, un poisson moins cher, enfin ça, bon, on peut alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la brandade ? Voilà, bon, on trouve un peu de poisson tout de même, Parfois pas beaucoup justement. La brandade, d'ailleurs c'est une des familles qui a été le plus épinglée dans l'essai, parce que certaines ne contiennent que 23% de poisson, ce qui est quand même pas beaucoup. D'autres ont quasiment le double. Donc déjà, ça on peut le regarder, on peut le voir sur l'étiquette, et c'est déjà un critère de choix.
Donc ça, on peut quand même, en décryptant l'étiquette, Tout à fait. vérifier qu'il y ait au moins 40% voilà, la de composition, morue dans au de la moins, brindille de morue. 35-40, on était au maximum autour de 40-42%, ce qui n'est pas énorme, puisqu'il y a évidemment, après, il y a aussi de la pomme de terre, il y a les autres ingrédients de ce plat. Mais déjà, du simple au double, ça veut dire que la référence qui met que 23%, évidemment, il y a aussi beaucoup d'eau. Il faut bien... Un mot, justement, puisque vous parlez d'eau, oui. sur d'autres préparations dont on a beaucoup entendu parler au fil des ans, ces préparations qu'on appelle délices à la chair de crabe, tendre saveur crabe, bon, voilà le surimi que vous baptisez de la pâte de poisson. D'ailleurs, c'est le terme en japonais, c'est exactement de la pâte de poisson, ce qui veut dire qu'on peut trouver de tout. Et la preuve, c'est là aussi, sur les étiquettes, on voit des listes parfois de 3-4 poissons dans un petit bâtonnet de surimi. Alors, on va regarder justement une étiquette. Moi, j'étais assez étonnée en préparant l'émission, puisque je me souviens qu'il y avait une loi en 97 qui visait à justement réglementer ce qu'on pouvait trouver dans le surimi, pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi. Et effectivement, on voit sur cette étiquette, je ne sais pas si c'est effectivement très lisible, mais on voit entre autres qu'il y a plus de 3 poissons. Oui, au moins 3, parfois mélangés. 4. Alors là, il y en a 3, effectivement, mélangés. On ne sait pas. D'ailleurs, la marque met ces 3 poissons. Qui dit que dans ce surimi, il y a ceux-là? On ne sait pas. Donc c'est très peu transparent. Et la seule règle, c'est au moins 30% de poissons. Voilà. Après, on peut mettre, les fabricants peuvent mettre tous les poissons qu'ils veulent, du merlan, du merlu. Et pas forcément du crabe d'ailleurs. Ah non, quelquefois c'est en quelques pourcentages. Voilà, c'est vraiment. Donc le surimi, vraiment, on sait que c'est un produit ultra transformé et ça ne ressemble pas beaucoup à du poisson, il faut le dire. Et vous dites en plus, il faut par ailleurs éviter, on a tendance à le donner aux enfants, voilà. C'est très salé. C'est très salé, c'est vraiment très salé. C'est pour 100 grammes de surimi, il peut y avoir 1,3 g de sel, ce qui est énorme. La seule chose quand même pour le surimi, en faveur du surimi, c'est que les fabricants ont fait des efforts, ils ont vraiment réduit, il n'y a quasiment pas d'additifs, seulement un colorant naturel. Bon. Voilà, au moins reconnaissons cela au surimi. Au moins un petit peu. Bon, quand même, en finir sur une touche un peu positive, parce que là, très étonnée aussi. Je suis allée voir du côté ce qu'on trouve qui est carré, jaune et frit dans l'assiette, à savoir du poisson pané. Est-ce que c'est quand même du poisson? Eh bien oui. Oui. Alors là, effectivement, la surprise est déjà en quantité de poisson, c'est en gros autour de 70% de poisson, ce qui est finalement pas mal. D'autre part, il n'y a quasiment pas d'additifs. Quelques marques en mettent, faut pas non plus, mais c'est surtout dans la panure, ça peut être des texturants, donc c'est pas si mauvais si je puis dire. Et d'un point de vue nutritionnel, bon maintenant on le fait frire, donc évidemment ça va devenir gras, mais globalement les colins panés s'en sortent pas mal. Plutôt une bonne surprise de ce côté-là, en tout cas pour tous ceux qui cuisinent de temps en temps du poisson pané quand même à la maison. Merci beaucoup, bien sûr, tous les détails et puis toutes les marques aussi sur les produits que vous recommandez dans le 60 millions de consommateurs du mois de mars. Rien de vous quand même, un bon poisson frais, pêché donc à la ligne, si j'ai bien retenu la leçon. Merci à vous, merci encore. Je vous remercie Patricia Chéropoulos. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la campagne de vaccination en France. C'est dans l'air est intitulé ce soir Vaccination accélérée ou confinée. Bonne émission à vous.